Bonjour tout le monde, bienvenue ici à la présidence. C'est un format que nous n'avons pas l'habitude d'expérimenter, mais les domaines de la présidence nous permettent désormais de recevoir l'ensemble de la représentation nationale, les unes après les autres, ici même, dans la maison de la République. Je me réjouis de vous voir aussi nombreux présents à cette invitation. Ça va être assez convivial, je veux l'espérer, je le sens, je l'observe, en regardant les sourires que je perçois sur les visages de chacun. En tout cas, moi, je suis ravi de vous rencontrer. Je n'ai pas souvent eu l'occasion, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci d'être là. À la veille de la 65e commémoration de notre indépendance, je vais me faire le bonheur, le plaisir, le devoir de faire avec vous une évaluation, un bilan de notre parcours depuis nos indépendances, voir ce que nous avons réussi à faire ensemble, nos parents, nous-mêmes, et demain ceux qui vont venir après nous, pour mesurer à quel point l'espoir d'un développement réel, d'un bien-être collectif et individuel par l'accès à la souveraineté est à notre portée. Et c'est cet exercice que nous allons faire ce matin pour entrer dans la célébration de notre 65e fête nationale. Je vais vous laisser choisir l'ordre des thèmes que nous allons aborder. Notre parcours en termes d'atteinte des objectifs de liberté, liberté fondamentale, les droits de l'homme, le bien-être matériel, le développement économique, qui regroupe tout, y compris la santé, l'éducation, tout. Et puis, notre parcours en termes de démocratie, de modèle, pour choisir nos dirigeants, pour assumer donc la démocratie. Vous, la jeunesse. Vous qui êtes en quête de tout, même si depuis quelque temps, nous faisons les progrès qu'il faut, même si depuis 65 ans, nous faisons l'effort d'assumer nos responsabilités et d'atteindre pas à pas les objectifs que je viens de citer, nous sommes encore loin de satisfaire ces attentes-là, nous collectivement. Je vais vous laisser le choix de dire, vous voulez qu'on aborde quel thème en particulier, dans les détails, entre le bien-être économique, l'emploi, la santé, les infrastructures, nos besoins fondamentaux. On commence par ça, ou on commence par les questions de démocratie, ou on commence par les questions de droits de l'homme et liberté fondamentale. C'est à vous de choisir. C'est vous qui allez vous-même, vous les jeunes, assurer la police des débats. On commence par le premier thème que nous allons aborder. Je vais demander à madame, vous souhaitez qu'on commence par quelle thématique? Le bien-être économique, l'emploi, c'est ça? La santé, tout ce qui concourt au minimum que les jeunes attendent de voir. Vous voulez qu'on commence par ça? Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tout le monde est d'accord? Ah, merci. Bien, nous allons donc aborder avec enthousiasme, la convivialité, cette question qui paraît la question la plus essentielle pour nous ici-bas, notre bien-être matériel. Toute chose qui pour nous, sinon de manière même générale, paraît primordiale par rapport à toutes les autres. Mais moi je dirais quand même que les libertés fondamentales sont indispensables et sont préalables à toute chose. Néanmoins, quand on a peut-être le minimum où on peut aller et venir, on peut estimer que l'essentiel après, c'est notre bien-être matériel. Nous avons donc accédé à la souveraineté nationale et internationale depuis 1960. Depuis lors, nous avons pris notre destin en main pour résoudre le problème de notre développement. La raison, l'objectif principal, la motivation essentielle
c'est nos libertés et puis le développement. Nous ne voulons plus travailler pour le bien-être de quelqu'un d'autre, nous travaillons pour notre propre bien-être nous-mêmes, notre communauté et chacun individuellement. La souveraineté acquise en 1960 avec que deux éléments fondamentaux en termes de quête. Quête de liberté et quête de bien-être. Et nous avons choisi un ordre politique semblable à celui du colon, la démocratie, pour satisfaire la quête, notre besoin de liberté, de développement. Donc depuis, nous sommes dans ce modèle de démocratie avec ses balbutiements. Et nous avons été dans ce modèle jusqu'à ce qu'il y ait plus de stabilité. Quelques années après, dans les années 72, avec l'arrivée du régime révolutionnaire, qui a dit trop c'est trop de pagaille. Nous ne sommes pas devenus indépendants pour instaurer de la pagaille. Une bonne démocratie devrait nous permettre de trouver les dirigeants capables d'impulser le développement, capables d'amener chacun à exploser en ses talents, à vivre de ses labeurs. Travailleur, courageux, déterminé, ambitieux, que chacun devrait pouvoir trouver son compte dans un pays en bonne dynamique économique. Et que l'État, désormais, assurerait ses fonctions essentielles. Et nous avons dit que le rôle de l'État, ce n'est pas de faire du commerce, pas de faire de l'industrie, ce n'est pas de faire ceci. Que les acteurs individuels sont capables de le faire par eux-mêmes si le pays est bien organisé, bien structuré, si les gens sont formés, sont en bonne santé. Et que les activités économiques devant assurer le bien-être seraient essentiellement du ressort des citoyens, individuellement ou en groupe. Donc nous avons eu un nouveau départ. Mais est-ce que, à la date d'aujourd'hui, nous avons commencé à atteindre les objectifs? Ou bien est-ce que nous en sommes dans un processus où désormais l'espoir est permis? Que le bien-être matériel est à notre portée. Que le bien-être économique est à notre portée. Qu'après la conférence, même s'il y a des balbutiements, c'est toujours parce que les communautés humaines fonctionnent toujours avec des hauts et des bas. Est-ce qu'en 2025, même si tout continue de nous manquer, est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'espoir, l'espérance, ou plus que ça, il y a des indices de développement réel? Terme de dire, nous aurons tous l'eau, nous l'aurons. C'est maintenant, ça y est, on le sent qu'on va l'avoir. Nous aurons toute l'électricité, nous aurons tous des moyens de communication, les routes, les moyens modernes, l'Internet, le téléphone. La santé, ça commence à aller. La formation technique professionnelle, la formation générale. Un environnement économique qui permet à chacun de se développer. Un système bancaire qui fonctionne. Toutes choses qui sont aujourd'hui indispensables à l'éclosion, au développement, à l'épanouissement économique. Est-ce que ces choses-là sont en train d'être mises en place dans un environnement différent? Ou mieux encore, est-ce qu'il y a des choses qui sont effectivement acquises? C'est important pour la communauté de faire ce genre de bilan pour mieux orienter notre état d'esprit. Parce que notre raison, notre expérience forge notre état d'esprit et forge nos stratégies, forge nos choix. Donc il est important de faire ces bilans de parcours depuis le début, depuis la société traditionnelle, l'ère coloniale, nos indépendances, l'ère révolutionnaire, l'ère de la conférence nationale, puis l'ère qui date depuis environ une dizaine d'années où nous avons fait des réformes, nous avons essayé d'améliorer ce que nous avons convenu ensemble de faire post-conférence nationale. Est-ce que faisant le bilan de tout ce parcours, nous pouvons dire aujourd'hui que non, le Bénin
peut se développer, le Bénin est en train de se développer, ou bien c'est vraiment pire qu'avant. C'est le débat que je souhaite qu'on fasse. Que devons-nous faire pour améliorer la courbe, ou bien pour infléchir totalement la courbe? Alors je vous donne la parole, mademoiselle ou madame. Je suis Soukale Ramziat de la commune de Kandi. Moi, mes impressions sont bonnes. J'aimerais que Kandi soit doté d'un stade départemental, parce que Kandi est le chef-lieu du département de l'Alibori. Également, j'aimerais que le secteur du numérique soit plus élargi à Kandi. Parce que nous, jeunes de Kandi, on entend qu'il y a des panels du numérique, des concertations dans le cadre du numérique, mais ça ne vient pas à Kandi. Certes, on voit les informations sur les réseaux, mais on n'a pas l'opportunité d'y accéder et tout. Aussi, Kandi a besoin d'un marché moderne. Nos femmes, notre marché est très restreint et nos femmes souffrent. Merci à vous. Excellence, Monsieur le Président de la République. Avant tout propos, je voudrais vous remercier pour cette initiative, cette occasion, cette opportunité que vous donnez aux jeunes de notre pays de non seulement vous rencontrer, mais de vous parler. Monsieur le Président de la République, je vous ai suivi religieusement et une fois de plus, vous venez de nous montrer que vous connaissez le pays. Et à ce titre, je voudrais me rappeler d'un certain nombre de choses. La jeune sœur, lorsqu'elle a pris la parole, disait tout à l'heure qu'elle souhaiterait qu'on parle de l'aspect économique ou matériel des choses. Et je trouve que fondamentalement, c'est ce qui préoccupe nos jeunes. Mais est-ce que nous pouvons valablement parler de l'aspect économique et matériel, prioritairement en ce qui concerne les jeunes, sans évoquer la loi sur l'embauche? La loi sur l'embauche qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je vais dire, canalise la question de l'emploi dans notre pays. J'ai lu, j'ai travaillé, je dirais, je ne sais pas si c'est un avantage, mais j'étais encore au Parlement lorsque cette loi a été votée. Et je me souviens, comme si c'était ce matin encore, je disais à ceux de votre majorité que c'est une loi qui va véritablement précariser l'emploi dans notre pays. Et je disais que les initiateurs de cette loi, lorsqu'ils ont travaillé autour de cette loi, ne se sont pas mis dans la position du plus faible. Ils s'étaient mis surtout dans la position de l'employeur. Cette loi ne favorise pas, ma foi, sans parti pris, l'éclosion de l'emploi dans notre pays et la pérennisation de l'emploi dans notre pays. Cette loi, d'une manière ou d'une autre, fragilise les chercheurs d'emploi. Cette loi ne donne pas de garantie fondamentale à celui qui cherche de l'emploi. Cette loi, en un seul mot, conforte la position de l'employeur. Je dis ça, je finis de dire ça, Monsieur le Président de la République, lorsque j'insisterai aussi sur le fait que, suivant votre développement, vous avez insisté sur le fait que, au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, notre pays a fait l'option d'aller vers le libéralisme économique. Le Bénin évolue dans une sous-région, dans un conseil des nations. Et lorsqu'on prend certains paramètres au niveau de la sous-région ouest-africaine, je pense que ces paramètres ne peuvent pas faciliter le fait que les jeunes aillent créer l'emploi et que l'emploi soit pérenne. Je prends un exemple, l'exemple du coût de l'électricité. Le coût de l'électricité pour un jeune qui veut se mettre à son propre compte, le coût de l'électricité ne peut pas permettre qu'il puisse avoir un emploi qui va durer dans le temps et un emploi d'une manière ou d'une autre qui sera rentable. Je prends le coût de l'Internet dans notre pays. Lorsque vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire est bien plus abordable que le coût de l'Internet dans notre pays. J'ai pris l'électricité, j'ai pris le coût de l'électricité, j'ai pris le coût de l'Internet. Il y a encore d'autres paramètres qui, d'une manière ou d'une autre, pour un jeune qui vient de finir l'université, sans parler de l'adéquation entre la formation et l'emploi, et bien d'autres paramètres qui ne, d'une manière ou d'une autre, facilitent pas le fait que les jeunes puissent fondamentalement avoir de l'emploi. Le registre que vous avez choisi en prenant la parole, sans trop monopoliser la parole, c'est un registre de franchise. Et donc, j'ai bien voulu être franc sans forcément politiser la question. Parce que je crois que
à quelques mois de la fin de votre mandat constitutionnel, la meilleure chose que vous puissiez laisser à ce pays, c'est un pays dans lequel on puisse se parler. Un pays dans lequel on puisse se parler en s'ouvrant, un pays dans lequel on puisse se parler sans avoir peur. Et donc, sur la question de l'emploi, voici les quelques éléments que j'ai bien voulu mettre en exergue, c'est-à-dire le coût de l'électricité qui est très cher, le coût de l'Internet qui n'est pas du tout abordable, et puis la question de la loi sur l'embauche qui, ma foi, ne garantit pas et ne sécurise pas l'emploi pour les chercheurs d'emploi. Je vous remercie. Vous avez abordé tous les deux un aspect très important de notre bilan de trajectoire. Et ça, j'ai bien appris, vous avez bien compris la manière dont je voudrais que le débat se fasse pour apprécier la trajectoire. Une loi fixe un cadre. Est-ce qu'une loi est bonne en matière d'emploi? Là, ça donne une idée de la trajectoire que nous visons et son analyse permet de savoir si en termes d'emploi, nous sommes sur le bon chemin ou non, tout au moins en ce qui concerne le cadrage. J'ai beaucoup apprécié cela. Maintenant, vous avez parlé des infrastructures qui sont nécessaires pour l'épanouissement et qui donnent également une appréciation des éléments structurels permettant que le commerce se développe, permettant que les jeunes s'épanouissent en matière de stade. Donc, ce sont des éléments effectivement structurels de notre trajectoire. Je vais commencer par la question d'emploi, la loi qui a été votée, puis je vais venir sur les détails. C'est vrai, nous avons au Bénin depuis toujours un déficit grave en termes d'offres d'emploi, que ce soit par le secteur public, que ce soit par le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour impulser la création d'emplois? Public, privé. Notamment privé. Puisque nous avons choisi et n'avons pas remis en cause notre modèle de développement économique qui est le libéralisme économique. C'est le secteur privé qui, durablement, va créer le plus d'emplois possible dans la communauté béninoise. Que ce soit les emplois agricoles, travailler dans l'agriculture, l'élevage, la production végétale. Ce n'est pas l'État qui est le plus indiqué pour avoir une ferme, pour avoir un élevage, pour avoir une industrie agricole ou bien une agroéconomie. Ce n'est pas du tout l'État. Nous savons, ici personne ne dira le contraire, que l'État est mieux indiqué pour avoir une ferme, que l'État est mieux indiqué pour avoir un élevage, que l'État est bien indiqué pour avoir une industrie de transformation, une dynamique agro-industrielle, même si depuis l'État impulse un peu directement ce secteur-là. Donc nous ne remettons pas en cause le fait que le secteur privé doit créer et est destiné et habilité à créer le maximum d'emplois durables. Durable, ça veut dire quoi? Et ça veut dire durable pour l'employé qui est employé dans l'économie ou durable pour le secteur. Une industrie que vous allez venir installer demain, vous, si vous avez les moyens. Vous êtes financé, vous avez le besoin, vous avez des partenaires, vous créez une industrie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps? 5 ans, 10 ans, 20, 99 ans, et vous allez passer la main à vos héritiers. Est-ce que ça va être le fait que celui qui y travaille est rassuré d'avoir son emploi jusqu'à sa retraite? Ou bien c'est le fait que l'unité de production va produire et traverser le temps? Qu'est-ce qui est plus important que les deux? Pour le Bénin et pour vous-même, industriels, vous-même, investisseurs. On va parler franc. On va se parler, moi je n'ai pas l'habitude des langages politiques. Est-ce que c'est la stabilité pour Pierre, Kodjo, Bio et consorts? Il a un emploi, il a été embauché, il est sûr de finir sa carrière, d'aller à la retraite, d'avoir un salaire convenable tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est ça qui prime par rapport à la durabilité de l'entreprise elle-même? Sur les principes. Répondez-moi. Monsieur le Président, si je dois répondre, je dirais que je vais vous retourner la parole parce que je n'ai jamais été employeur. Mais vous avez sûrement
a envie de devenir un jour quelqu'un d'important, de riche et de créer des emplois. Probablement. Mais vous avez sûrement à la maison un gardien, une nounou, non? Bon, vous avez une nounou? Oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous avez une nounou pour vos enfants? Vous avez une femme de ménage pour vos enfants? J'ai une nounou pour les enfants. Vous avez une nounou pour vos enfants? D'accord. Oui. Pour vous, qui payez la nounou, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est le fait que la nounou soit là pour 20 ans, 50 ans, par son salaire? Ou bien c'est le fait que votre femme, vos enfants, aient le meilleur service de nounou? Qu'est-ce qui prime pour vous? Par rapport à votre nounou, par rapport à votre chauffeur, qu'est-ce qui prime? Je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé à ça. Oui. Non, je n'y ai pas pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Oui, non, mais je n'y ai pas pensé. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, je n'y ai pas pensé, monsieur le Président. En fait, il a répondu à la question. En fait, la réponse est gênante. C'est vrai. Pour un politique, la réponse est gênante. Et je vous concède ça. Ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous allez perdre des partisans. Vous allez perdre... Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la différence entre Patrice Talon et un acteur politique ordinaire normal. C'est la différence. Parce que le principe de fonctionnement des communautés, de fonctionnement de l'activité économique commerciale, si vous prenez des lois pour privilégier, là on parle cash, hein? On se parle cash. Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous. Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont plaire des Béninois. Donc, qu'ils soient au Bénin, pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Comment on fait pour que les gens viennent investir? Pour que les gens, les autres investissent? Pour que les conditions leur donnent la totale liberté d'investir? L'argent ne sait pas travailler par lui-même. L'argent a besoin d'hommes pour travailler. Si l'argent vient, si l'entreprise est créée, si ce n'est pas Bio qui travaille, ce sera Jacques, ce sera Pierre, ce sera Kodjo. Quelqu'un travaillera dedans. Je veux que globalement, il y ait des millions d'emplois au Bénin. Alors vous me direz que oui, mais si on continue comme ça, les investisseurs vont utiliser les gens à leur payer rien du tout. De sorte que tout le monde sera des pauvres employés. C'est ça la question que ça appelle. C'est bon qu'il y ait des emplois, mais est-ce qu'il faut que des emplois où tout le monde soit de la misère? Pour que les employés n'aient rien du tout. Ça, c'est pas bon. Et en fait, et je vais continuer. Quand il y a l'emploi, qu'est-ce qui permet également à l'entreprise de traverser le temps? Si les employés ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas contents, ils ne resteront pas. Si vous maltraitez votre chauffeur, si vous maltraitez votre nounou, si vous le payez mal, vous ne l'avez pas bien, si dans le pays, nous sommes dans un environnement dynamique où il y a des emplois partout, les gens cherchent des chauffeurs partout, cherchent de nous partout, elle partira, votre chauffeur partira également. Donc quand on crée l'environnement qu'il faut, cet environnement oblige même les uns les autres à être performants en termes de conditions de travail. Donc, ce qui permet de résoudre le problème de la durabilité, du confort de travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition entre les employeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Plus il y a d'offres d'emploi, plus on fait la cour aux gens pour venir travailler. Quand il n'y a pas assez d'emplois, la loi peut être faite n'importe comment, l'employé sera maltraité. Donc, en définitive,
la seule solution qui permet de régler la vie de l'entreprise, la durabilité, son parcours dans le temps et en même temps le confort des travailleurs, c'est qu'il y ait un grand nombre d'offres d'emploi, de sorte que le nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi soit même inférieur ou à peu près équilibré avec le nombre d'offres d'emploi. Toutes les lois, toute notre stratégie doit être dans ce sens-là. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milliers d'offres d'emploi, d'entreprises sur le territoire. Ça suffit. Le reste là, on n'a même plus besoin de légiférer. Pourquoi la plupart des pays socialistes communistes sont tombés? Pourquoi? Pourquoi les pays communistes ne sont pas devenus les puissances du monde? Ils sont tombés les uns après les autres. Parce que le modèle est trop social. Regardez aux États-Unis. Ils sont dans le plein emploi. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le moins de lois qui protègent l'emploi. Ils sont dans le plein emploi. Le taux de chômage est très faible. Tout le monde part de partout pour aller travailler là-bas. C'est pour ça que j'ai dit un mot que j'assume. Je dis, je préfère déréguler l'emploi pour créer des emplois que de réguler l'emploi pour n'en créer point. Les textes ne nous serviront à rien s'ils sont beaux, extraordinaires, protègent socialement les gens, mais en face, il y a zéro offre d'emploi. Moi, j'ai à cœur de faire travailler les jeunes. J'ai à cœur de créer un environnement dans lequel il y a de l'emploi pour les uns et les autres. Et j'essaie de mettre mon expérience, un peu mes connaissances, au service de mon action dans la charge. Est-ce que j'ai de plus que vous? Et vous l'avez confessé tout à l'heure. Vous voulez accéder au pouvoir politique. Vous voulez créer des emplois. Vous voulez administrer le pays, vous voulez administrer les entreprises et vous dites je n'en sais rien, je sais rien de tout ça, je ne vais pas réfléchir à ça. C'est grave. C'est grave pour un homme qui a une vocation politique. C'est grave. C'est grave. Vous voulez gouverner le Bénin, des entreprises, des banques et tout ça là, et vous refusez même de réfléchir. Vous dites, je ne veux même pas réfléchir à comment faire pour que ce soit bien. C'est grave. Pas dit ce soir. Vous allez venir chez moi tous les soirs. Je vous offre 1 heure. Oui. Ah oui, je suis sérieux. Hein? Guy Mitokpe, je vous prends en témoin. Tous les soirs, je vais consacrer 20 à 21 heures à Guy Mitokpe selon sa disponibilité pour venir échanger avec moi. On va travailler avec ça. Tous les jours. Parce que c'est mon ami. Ah oui, c'est mon ami. Ah, il va venir avec lui. Vous voulez que je livre quelque chose de nos secrets? Vous voulez? Je peux parler de nos secrets? Est-ce que vous savez pourquoi M. Azanaï et moi on s'est fâchés? Le président Azanaï. Vous savez pourquoi on s'est fâchés? Vous savez que c'est son ancien patron? Vous savez? Ok. Azanaï, c'est un ami à moi. C'est un frère. Jusqu'à là où je vous parle, c'est un frère. Je souffre de nos différends. Je peine du fait que je ne le vois plus, Azanaï. Et j'espère bien quand je vais quitter la charge, dès le lendemain, on se verra lui et moi, on va s'embrasser à nouveau. J'espère. Gouverner, c'est très difficile. Diriger, c'est très difficile. Et comme les jeunes, vous êtes acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs politiques, je vous passe un message. Vous qui avez la volonté d'aller exercer des fonctions politiques, le premier serment que vous devez faire à vous-même, devant votre miroir, à l'intérieur de votre chambre, c'est de dire, si j'ai l'occasion un jour, je vais travailler en faisant fi de mes propos politiques avant d'arriver dans la fonction.
Si la nature, le peuple, vous confie à vous son destin, dans la charge, soyez prêts à devenir impopulaire. Parce que la réalité, c'est autre chose. On vient d'échanger en direct sur un sujet important, très important. Une loi qui organise l'emploi et une loi qui donne tout, apparemment, à l'investissement. Et qui apparemment, sacrifie l'employé. C'est un sujet éminemment sensible, difficile à évoquer, difficile à défendre quand on fait le choix de l'investissement. Parfois, il y a des choses que jamais la masse ne comprendra. Vous avez beau avoir le don de la conviction, le don de l'éloquence, vous avez les mots qu'il faut en général, il y a des sujets que vous ne parviendrez jamais à faire comprendre ou à partager avec le grand nombre. Jamais. Et pourtant, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Si j'ai un héritage à vous laisser, c'est celui-là. Avoir le courage des actions pertinentes, utiles, nécessaires, quand bien même elles sont impopulaires, quand bien même elles ne sont pas sur le titre d'être comprises en son temps. Vous avez évoqué, madame, le fait que il manque des marchés dans beaucoup de pays, dans beaucoup de communes ici. Ce qu'elle a dit sur Kandi concerne beaucoup de communes. Ce qu'elle a dit sur les stades concerne beaucoup de communes. C'est pareil pour l'eau. Il y a des endroits au Bénin où il n'y a pas l'eau potable à boire. Nous avons des endroits où il n'y a pas l'électricité. Nous avons des endroits où il n'y a pas la connexion. Et tout à l'heure, il a dit comment on peut investir ici durablement si on a l'électricité aussi chère. Comment on peut créer son entreprise, son salon, son atelier pour avoir des équipements qui consomment de l'énergie et l'énergie devient l'essentiel de votre intrant. Et au prix où est l'électricité, vous ne serez pas compétitif. Vous n'allez pas pouvoir produire et vendre de la sous-région. C'est une réalité. Mais chers amis, le Bénin n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamant, on n'a pas de bois. Nous travaillons avec ce qu'on collecte sur les uns les autres comme TVA. Et je l'ai dit plusieurs fois. Le chapeau que vous portez, quand vous l'avez acheté, il y a eu la TVA dedans. Donc nous tous, nous contribuons, chacun à son niveau, aux recettes publiques. Ce n'est pas seulement ceux qui paient les impôts directement qui payent quelque chose à l'État. Hein. Même ceux qui consomment, vous consommez. Vous avez le sucre. Le sucre, on l'importe. Vous payez quelque chose. La TVA et la douane. Donc le Bénin, l'État du Bénin, n'a comme ressource que ce que nous collectons sur vous, sur nos citoyens, sur les entreprises, sur les individus. Même les plus pauvres, quand ils mangent un morceau de sucre, il a payé quelque chose, un petit centime. Il n'y a que ça que nous avons. Puis quand on va demander aux banques locales ou étrangères de nous prêter de l'argent, les gens regardent comme nous collectons. Vous collectez 100 francs. Vous consommez 90. Vous pouvez avoir 10 francs pour payer votre dette. Vous avez un salaire. Vous allez à la banque, on regarde comment vous gagnez comme salaire. Donc on ne vous prêtera que ce qui est compatible avec votre capacité de remboursement. Voilà que le Bénin n'a que les impôts qu'il collecte. Donc quand on présente ça chaque année, l'année dernière, on a collecté tant d'impôts. On a eu tant de dons, un peu. Il y a encore un peu de dons. On montre aux banques pour dire voilà ce que nous avons. Les banques calculent et disent vous là, on peut vous prêter tel montant. Vous avez déjà des dettes avant. Hein. Vous payez normalement, c'est vrai. Mais quelle est votre capacité de remboursement qui reste? C'est en fonction de ça qu'on vous prête encore de l'argent. Quand nous levons de la dette, je vous rassure, chers jeunes, que ça tient compte de notre capacité globale d'endettement. Nous ne sommes pas en surendettement. Et puis c'est transparent. Et on publie chaque année nos recettes. Donc, on ne peut emprunter que ce qu'on peut rembourser. Voilà qu'il n'y a pas le courant partout. Il n'y a pas l'électricité partout. Il n'y a pas Internet partout. Comment on fait pour financer tout ça? Par an, sur 5 ans, sur 10 ans, on ne pourra financer que ce que notre argent, ce que ça nous permet de financer sur 5 ou 10 ans. Une bonne partie du territoire sera électrifiée, mais pas tout le territoire. Parce que
On a fait les calculs, on m'a dit non. C'est seulement quand on fait les projections, c'est en 2027, 28 qu'il y aura le courant partout. En 2025, on peut faire des miracles, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Internet, c'est pareil. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que nous projetons, et 1 ou 2 ou 3 ans après, malheureusement, nos projections sont un peu faussées et l'atteinte des objectifs est différée de 1 ou 2 ou 3 ans. Donc, ce n'est pas pour rien, madame, que l'électricité n'est pas partout, que l'eau n'est pas encore partout, que les marchés ne sont pas partout. On a fait des marchés, on a fait la projection, on a fait des stades, et on sait que dans 3 ou 4 ou 5 ans à venir, la deuxième vague qui va commencer en 2026 va satisfaire encore un grand nombre de communes, en stade, en marché et autres. Et notre objectif, c'est que sur les 3 phases, il reste encore 2, d'ici 7 ou 8 ans maximum, toutes nos communes soient dotées en termes de stades, d'infrastructures sportives et marchandes, toutes les communes. Nous, on a commencé, on a montré que c'est possible. Regarde le nombre de marchés qu'il y a, et ça donne envie. Le nombre de stades qu'il y a, ça donne envie. Donc désormais, le Bénin est capable, sur 5 ans, sur 10 ans, de faire ça. Et de répéter la même chose sur les 10 années à venir. Ce qu'on a fait les 10 ans passés, on est capable de faire encore mieux les 10 ans à venir. On a donné la tendance que nos recettes sont capables de satisfaire nos besoins. Mais le prix, quand vous allez emprunter pour construire une centrale électrique, pour faire des lignes, mais il faut rembourser avec quoi? Une partie des impôts, si on veut subventionner, et une partie avec le prix que payent les consommateurs. Donc l'électricité, le prix de l'électricité, c'est exclusivement lié aux besoins d'investissement financier que nous faisons, à l'entretien des équipements et au coût d'exploitation, au salaire, du temps et consorts. Donc quand on fait les calculs, on divise par le nombre de kilowattheures qu'on produit, le nombre d'abonnés qu'il y a, on regarde combien chaque kilowattheure doit être vendu. Sinon, vous allez investir partiellement, vous n'avez pas payé votre dette et vous ne pouvez plus investir pour la suite. Si vous ne payez pas la dette, vous n'aurez pas de financement pour faire le reste. Donc pendant qu'on fait une partie, on doit montrer qu'on paye les dettes. La phase 2, vous nous prêtez pour faire le reste. Donc nous avons eu tort d'avoir été en retard. Nous avons eu tort d'avoir fait un mariage avec l'État à 40 milliards qui n'a pas allumé une ampoule. Aujourd'hui, pour faire la même chose, il nous faut 2 fois plus d'argent. C'est ça la réalité du monde dans lequel nous sommes et notre réalité à nous. L'électricité est chère, Internet est cher, c'est vrai, mais il vaut mieux avoir Internet un peu cher que zéro Internet. Il vaut mieux avoir le courant un peu cher que zéro courant. Il vaut mieux avoir l'eau un peu cher que pas d'eau du tout. Regardez tout ce qu'on investit pour le secteur de l'eau. Regardez partout. Nous n'avons rien fait presque dans le passé. On a fait des choses qu'on n'a pas entretenues. Tout est en train de tomber en panne au fur et à mesure que la population consomme de plus en plus. On déploie des centaines de milliards qui n'étaient même pas prévus. Mais je dis, je préfère amener l'eau potable à mon concitoyen, où qu'il soit, qu'il paye le prix, même si c'est cher, au moins il sait que s'il a l'argent, il peut avoir l'eau potable. Les gens qui ont l'argent, ils n'ont pas l'eau. La notion de prix, cher pour l'eau, pour les péages, pour les routes, pour l'électricité, pour Internet, nous devons savoir que c'est ce que j'appelle serrer la ceinture. Serrer la ceinture, ce n'est pas le fait que quelqu'un ne soit pas payé de son argent, de ce qu'on lui doit, de son salaire, qu'on en prenne à quelqu'un plus qu'il n'en faut. C'est aussi capable de payer le péage, parce qu'en payant le péage, on peut entretenir les routes. On peut construire d'autres routes avec ça. En payant l'électricité, même si c'est un peu cher, ça nous permet d'avoir le courant, de l'amener plus loin pour les autres qui n'ont pas encore de courant et d'améliorer la qualité du courant. Payer l'Internet un peu plus cher, ça nous permet d'avoir la qualité qu'il faut et aussi d'envoyer l'Internet partout dans le pays. Parce qu'il faut de l'argent pour le faire. Et qui va payer? Ce n'est pas nous. Donc le prix que nous payons, même cher, est destiné à satisfaire les besoins que nous avons. C'est notre moyen de financer l'investissement
et de financer l'exploitation, de financer l'entretien. Moi, ce que j'aimerais, on va dire, faisons tout pour améliorer la qualité de l'Internet. Faisons tout pour qu'il y ait de l'Internet partout. Faisons tout pour qu'il y ait du courant partout, qu'il y ait de l'eau partout. C'est un nouveau deal que je veux, avec vous aujourd'hui, convenir et signer. Un deal nouveau, qui est que, même si c'est cher, on veut le faire. Même si c'est cher, le Bénin veut avoir l'Internet partout. Même s'il est cher, le Bénin veut avoir le courant partout. Mais c'est ça l'indépendance. C'est ça la souveraineté. C'est ça. Nous ne pouvons pas dire, on est content d'être indépendant. 65 ans d'indépendance et continuer de tendre la main à ceux qu'on a chassés. L'indépendance, c'est payer de sa poche. La souveraineté, c'est payer de sa poche ce qui nous manque. Oui. 65 ans après, nous devons être capables, même si c'est cher, d'avoir l'eau, l'électricité, Internet, les routes, la santé, l'école, la formation technique professionnelle. Même si c'est cher n'importe comment, on va vendre tout ce qu'on a pour avoir ça s'il faut. Parce que c'est important pour nous. Parce que c'est nous-mêmes qui devons financer ça. Et si on ne le fait pas, on n'aura jamais. Ce qui nous a manqué aujourd'hui, manquera à nos enfants. Ce qui nous manquera aujourd'hui, manquera à nos petits-enfants. Si nous refusons de faire les efforts qu'il faut. Ça va limiter notre développement de notre entreprise, de notre PME, de notre atelier, ça va limiter le développement. Mais si on réussit à le faire en qualité, et que aussi le courant va partout dans les plus petits villages, les gens ne seront plus tenus de venir à côté de nous travailler parce qu'eux aussi ont le courant là-bas. Et je vais me développer moins parce que je peux être le courant. Et mon enfant, mon frère qui est au village, il va lui aussi se développer. Parce que j'ai payé cher le courant, mais ça a permis de lui amener le courant à lui aussi. Il va se développer. C'est ça, la dynamique communautaire. C'est ça la souveraineté. C'est ça l'indépendance. C'est ça la souveraineté. Est-ce que 65 ans après, nous sommes sur la bonne voie pour satisfaire tous nos besoins, avec nos efforts, avec nos salaires, même si c'est dur. Il ne faut pas chanter souveraineté, indépendance, fêter, danser pour ça, alors que ce que ça signifie, ce que ça traduit, nous nous éloignons de ça tout le temps. Nous ne faisons aucun effort. Mais ce qui est important aussi de faire, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de corruption. Si on prend vos impôts, on prend les dettes, et qu'on les détourne, on les bouffe, on en fait n'importe quoi, ça c'est grave. Donc la souveraineté, c'est tout ceci, instaurer la bonne gouvernance par les gouvernants. Ceux à qui on a confié le pays, ils doivent être capables de gérer avec responsabilité, sérieux, rigueur, sans détourner. Moi, quand je vois les gens, les Béninois, j'aimerais que leur principale récrimination, reproche, c'est les questions de mauvaise gouvernance. Mais on n'en parle jamais. Moi, ça me frustre de ne pas voir mes concitoyens donner plus d'importance à la bonne gouvernance qu'au reste. Le développement économique passe par l'effort nous-mêmes, la collecte de nos moyens, mettre ensemble nos moyens et bien les gérer. Et bien les gérer. Donc, lutter contre la corruption, lutter contre la mauvaise gouvernance et critiquer, faire attention, réprimer les détournements des ressources. C'est dans cela que je voudrais vous rassurer de ce que la loi conclut. Si il y a des aspects qui ne sont pas encore suffisamment incitatifs pour l'investissement, au contraire, il faut rajouter ça. Donc je vous demande à M. Guntobo de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut rajouter à la loi pour que ce soit encore plus incitatif pour l'investissement. On veut que les Béninois ne quittent pas ici pour aller investir ailleurs. Regardez ce qu'il faut enlever encore pour favoriser l'investissement. Ne regardez pas ce qu'il faut rajouter pour contraindre l'investisseur. Pour que l'investisseur se dise, dans la salle, il y a des gens qui ont leur propre PME, qui ont leur atelier eux-mêmes, qui ont leur industrie, qui ont leur business eux-mêmes. Vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne se sépare facilement d'un employé, d'un collaborateur qui est bon? Jamais. Quelqu'un dit jamais. Vous avez entendu?
L'entrepreneur, l'investisseur ne se sépare jamais de son employé qui est bon. Même s'il est capricieux, l'employeur fait tout pour le satisfaire. Et ça, c'est une donne importante. Les entreprises, les fermes, les PME, l'atelier, celui qui a son salon de coiffure. S'il y a une coiffeuse qui est là, qui est très bon, elle a la dextérité, tout le monde vient et on veut que ce soit elle qui coiffe. Cet employé-là, la patronne fera tout pour la garder, même si elle est capricieuse. Même si des fois elle vient en retard, elle va faire comme si elle n'a pas vu. Oui. Ce qui sécurise l'emploi, c'est la qualité de l'employé. Ce n'est pas les tests pour le protéger, c'est la qualité. Et ce qui fait le développement, c'est la qualité des prestations. Pour se développer, que chacun soit bon, il sécurise sa place. Celui qui n'est pas bon, c'est lui, on ne se sépare pas facilement de lui. Notre souveraineté, notre développement passe par le sérieux, la rigueur, l'investissement et des lois qui favorisent tout ça. Et que si chacun veut lire avec attention ces lois-là, veut faire des critiques sur ces lois, veut faire des propositions d'amélioration, il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est ça qui doit nous guider pour faire les commentaires sur la dynamique, la stratégie, les lois que nous prenons. Parce qu'on a un objectif, on veut que le Bénin se développe. Si c'est ça le vecteur, le fil conducteur de nos stratégies, de nos lois, de nos réflexions, nous allons avoir les tests qu'il faut, nous allons faire les choix qu'il faut pour que le Bénin, dans 5, 10, 15, 20 ans, soit un pays développé et c'est à notre portée. Je m'appelle Ghislain Assogba. Je suis activiste politique de la commune de Glazoué. Monsieur le Président, si l'histoire honore les grands bâtisseurs comme vous, elle glorifie davantage les gouvernants qui écoutent. Les jeunes aujourd'hui ne voudraient plus simplement qu'on parle d'eux. Ils souhaiteraient qu'on parle avec eux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais, ou je dirais, nous vous sollicitons pour la mise en place d'un cadre formel et permanent de dialogue entre les jeunes et les gouvernants, en remplacement de l'organe consultatif de la jeunesse qui a été supprimé depuis quelques années, je pense. Parce que vous l'avez reconnu tout à l'heure, la jeunesse est une catégorie de personnes qui manquent presque de tout. Il faudrait donc un cadre formel avec la jeunesse pour vous faire parvenir de temps en temps et vous aussi nous éclairer sur ce que vous faites. Aujourd'hui, la loi permet d'avoir plusieurs emplois que quelques opportunités figées. On est tous d'accord sur cette tendance. Ce que les jeunes soulignent, c'est la nécessité, c'est le besoin de stabilité et de sécurité professionnelle. Et c'est ça que vous avez développé tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis Nathanaël Mitokwe. Et c'est avec une fierté immense que je suis ici aujourd'hui pour prendre la parole en tant que jeune béninois de la diaspora. Je tiens dans un premier temps à saluer votre vision, votre leadership qui aujourd'hui inspire une nouvelle génération de Béninois et qui aujourd'hui nous aide à croire à un Bénin fort, ambitieux et digital. Vive le Bénin, vive la jeunesse engagée et vive la République. Je suis Daoudou Gamaï Léonce, entrepreneur de presse et journaliste, cofondateur et dirigeant du groupe de presse Banouto. Voilà. Alors j'ai deux questions, Monsieur le Président. La première, de votre projet de société au PAG 2, en passant par le PAG 1, quelles sont les promesses faites aux Béninois que vous regrettez de n'avoir pas pu réaliser, alors que nous sommes à 10 mois de la fin de votre mandat? La deuxième question, qui est sous-jacente à la première, quel est le projet qui vous tient le plus à cœur, que vous craignez ne pas pouvoir réaliser avant le dernier dimanche de mai 2026? Merci. Léa Glidja, activiste. Monsieur le Président, merci pour cette explication sur l'emploi, parce que c'est une inquiétude pour nous tous ici, de ceux qui sont de la mouvance comme des opposants.
Nous vous remercions sincèrement parce qu'aujourd'hui, on a vraiment compris que ce n'était pas contre nous, mais c'était pour nous. Merci. Je voudrais vous demander, nous sommes à la porte de 2026. Faites-nous la confidence de qui va vous remplacer, qui peut oser comme vous. Je voudrais à nouveau saluer la pertinence des questions qui ont été posées. Et je vais répondre sur la question que je trouve primordiale. C'est-à-dire, quel est mon regret, qu'est-ce qui fait l'objet de mon insatisfaction aujourd'hui, que je n'ai pas réussi à faire, ou bien qu'on n'a pas réussi à faire et que à la fin, dans quelques mois, peut-être que j'aurais souhaité que cela puisse être fait, ou bien qu'est-ce qui ne sera pas fait avant la fin du mandat. Il y a quelque chose de fondamental qui me frustre parce que nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre comme j'aurais voulu. Et c'est pour cela que dans mes prières, je dis que Dieu me donne longue vie pour que je vois certaines choses se réaliser. C'est la formation technique professionnelle. Nous avons commencé le premier mandat avec beaucoup d'ambition. J'ai entamé le deuxième mandat avec les ambitions encore plus renforcées. Mais nous sommes en 2025 et en la matière, nous avons réussi très peu. Nous avons mis en œuvre très peu. C'est mon, je ne dirais pas un regret, mais c'est ma frustration. Fondamentale. La plus grosse frustration. Parce que c'est la clé du développement durable et du développement effectif. Si les Béninois, les jeunes Béninois, génération après génération, ne bénéficient pas de formation adéquate pour satisfaire les besoins de leur pays, satisfaire les besoins de la sous-région, satisfaire les besoins de l'humanité, ils n'auront jamais le plein emploi. Et notre pays ne va pas se développer. Une chose est de payer des impôts, d'en collecter. Une autre est de faire des routes, de l'eau, de l'électricité. Même d'améliorer le système de santé. Mais une autre est de faire de chaque citoyen la véritable richesse. Avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. On peut se développer en ayant zéro de tout ça. On peut avoir tout ça et ne pas se développer. Je ne vais pas citer de mais vous connaissez beaucoup de pays dans le monde, je ne sais pas si c'est en Afrique, je dis dans le monde, qui ont tout ça, mais qui n'ont pas réussi encore le développement. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien de tout ça et qui sont développés. La richesse la plus fondamentale, la plus durable, la plus importante, c'est l'homme, c'est la jeunesse, c'est les gens qui sont actifs. Et aller forer pour avoir du pétrole et l'exploiter vaut moins que de former l'homme. Un pays qui a du pétrole, qui a sa population pas formée du tout, si on lui dit de faire le choix, de consacrer tout son argent pour forer, exploiter et avoir des recettes, il va dire je vais forer d'abord. Parce qu'après, avec le pétrole, je vais former les gens après. Nous sommes dans le seul domaine dans lequel les jugeances ne déterminent pas l'action. Parmi les jugeances, c'est l'urgence du jour qui détermine l'action au lieu de l'urgence structurelle. C'est un devoir de philosophie de français, on va faire une thèse dessus. Entre l'urgence du jour et l'urgence structurelle. La formation technique professionnelle devrait être le premier investissement des États, des gouvernants. Quand nous sommes arrivés en 2016, on a fait des débats budgétaires. Faut-il consacrer tout de suite un grand nombre à la formation technique professionnelle au détriment de l'eau, au détriment de l'électricité, au détriment des routes, au détriment des marchés ou au détriment des stades? Les débats ont été longs, monsieur le ministre d'État, difficiles. Et
nous avons dit qu'il faut faire tout un peu, un peu. C'est notre choix, n'est-ce pas? Il faut faire tout un peu, un peu. Mais on aurait pu dire qu'on va faire fondamentalement d'abord la formation technique professionnelle et les autres très peu, très peu, très peu, très peu. Mais le pouvoir est politique. Et les électeurs, parfois, donnent le signal de l'urgence. C'est eux qui déterminent ce qui est urgent pour eux. Mais quand vous faites le tour dans le pays, vous regardez l'ensemble des requêtes. Vous voyez, donnons de l'eau en urgence. Donnons de l'électricité en urgence. Donnons des routes en urgence. Tout à l'heure, on a parlé d'emploi, de marché, de stade, d'Internet. Mais personne n'a parlé de la formation technique professionnelle. Personne n'a parlé de ça. Nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre notre politique de formation technique professionnelle ambitieuse avant la fin du mandat. Mais la bonne nouvelle, même si je suis malheureux de ne pas voir ça pendant que je suis dans la charge, mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, tout est prêt. Et vous avez dû voir qu'on a commencé à lancer les appels d'offres. Construire une soixantaine. La phase 1, c'était au début, on avait dit une centaine. Puis les coûts, les prix sont envolés complètement. Nous avons mobilisé des ressources, nous avons fait des études et nous étions partis pour une centaine d'écoles techniques professionnelles. En passant par le secteur agricole, qui est un volet important. La formation industrielle, en mécanique, en hydraulique, en électricité, en Internet, numérique globalement, dans tous les domaines. Nous avons identifié, fait des études et nous avons les financements disponibles. Mais quand on a ce que vous n'avez pas fait il y a 5 ans, vous le faites aujourd'hui, le prix est doublé déjà. Quand on a réajusté le montant que nous avons par rapport, on est revenu à une soixantaine. Donc, c'est une soixantaine d'écoles techniques professionnelles qui sera construite, équipée, mise en œuvre. Ils ont commencé la formation. Les entreprises, les appels d'offres sont en cours, d'autres vont suivre. Dans environ 3, 6 mois, 9 mois, vous verrez toutes les écoles qui sont programmées commencer à être construites. L'action est dynamique. Le temps parfois nous fait défaut, mais la volonté est là. Les ressources sont mobilisées, les études sont faites et consorts. Et la formation technique professionnelle, qui est ma frustration essentielle, sera une réalité dans les 18 mois, 2 ans, de sorte que la phase 2 qui va commencer en 2028 et nous permettre de passer à la vitesse supérieure pour que, en 2035 environ, notre souhait, on n'avait pas le 2030, mais ce sera 2035, peut-être un peu plus, sur 10 Béninois qui vont sortir du système scolaire, soit un niveau moyen ou niveau supérieur. Quand on fait les statistiques de ceux qui vont sortir du système scolaire, 7 Béninois sur 10 soient formés au métier. Si nous le faisons, nous réussissons à le faire, dans 20 ans, je vous dis, dans 20-25 ans, le Bénin sera un pays développé. Et ça, vous comprenez pourquoi je prie. Dieu de me donner une longue vie. J'aimerais voir ça de mes yeux. Je verrai que les enfants au Bénin, on demande à quelqu'un, tu as fait quoi? J'ai fait la mécanique, j'ai fait l'électricité, j'ai fait l'électronique. J'ai fait de la chimie moléculaire, mais je travaille près d'un laboratoire, je fais de la recherche et consorts. Tel va dire, mais oui, moi, je fabrique des ventilateurs. Tel va me dire, mais je fabrique des grilles. On aura besoin d'importer des chaussures au Bénin. Nous en faisons déjà. Moi, j'ai vu quelqu'un, je dirais d'abord la semaine prochaine, qui fait de belles chaussures. Même demain, peut-être que ce sera 10 ou 20 ou 30, 40 ateliers. Et nous allons envoyer des chaussures en Chine, en Italie, en France, en Côte d'Ivoire. Les lunettes, au lieu d'importer les verres médicaux, correcteurs, peut-être qu'on va les faire ici, nous-mêmes, directement. Pourquoi pas? Ce n'est pas des choses qui sont compliquées.
Une petite formation, un peu de moyens et c'est faisable. Il y a tellement de choses à faire quand on a de la formation, de la compétence, que le développement après paraît facile. Si nous le faisons, nous allons structurellement vaincre cette fatalité qui semble caractériser l'Afrique où on n'arrive pas à se développer. Tout c'est simple. On n'a pas besoin d'être un génie pour faire ces choses-là. Le temps ne nous a pas permis, les conditions ne nous ont pas permis de mettre en œuvre dans toute son envergure notre ambition de déploiement d'un système permettant la formation technique professionnelle de la plupart de nos jeunes. De sorte que nous ayons au moins 70% de nos jeunes qui soient formés au métier pratique. Mais j'ai aussi donc le bonheur de vous dire que ça y est, on y est arrivé enfin dans la mise en œuvre. Et je veux souhaiter que cela soit pour vous tous le symbole de ce que, si c'est vrai, si c'est réel, comme je le dis, et qu'on va commencer à le voir bientôt, parce que nous n'inaugurons pas les choses, malheureusement. Sinon, les constructions des centres techniques, des lycées, des écoles, si on voulait faire comme entre-temps, on va faire plein de lancements de travaux, pose de petites de pierre pour que vous voyez de vos yeux. Mais rassurez-vous, et vous savez que je ne dis rien juste pour faire plaisir, c'est fait. Ça y est. La formation technique professionnelle sera une réalité dans notre pays à partir des 18 mois à venir, de manière massive. Même si on a déjà fait des choses qui sont déjà en cours, mais l'envergure, elle sera atteinte dans 18 mois, dans 2 ans, pour de bon. Un cadre formel d'échange avec les jeunes. Comme tout à l'heure, j'avais dit, ce n'est jamais trop tard pour bien faire, pour instaurer ce qu'il faut faire. J'ai commencé les échanges avec les élus locaux, les élus communaux, et je le suis avec la jeunesse ici même. Ces lieux ne servent qu'à ça. Ceux qui ont construit ce palais, ces bâtiments dans les années 60, ont bien pensé. Ils ont doté la présence d'endroits de rencontre avec le peuple. La salle qui est à côté s'appelle la salle du peuple. Depuis longtemps, nous avons rompu avec ces principes-là. À nouveau, c'est instauré. Le lieu est convenable. Je fais ainsi obligation à celui qui va venir de continuer. Celui qui va venir aura l'obligation de faire ce genre de rencontre. Il n'aura plus le choix. Parce que ça y est, le cadre existe, la demande est faite, on a montré qu'on sait le faire, donc il le fera immanquablement. Pour répondre à votre question, merci. C'est qui? C'est qui? Oui, moi, je n'ai pas de dauphin. Malheureusement. Mais, je veux regarder parmi les gens, ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont vous et consorts, je vais regarder. Et puis je vais dire, mais comme j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des voisins, j'ai les Béninois, les concitoyens, et il y a moi-même aussi. Je veux que le Bénin, demain, me donne du bonheur, du plaisir, plus que j'en ai connu même dans le passé. Donc je vais être attentif à ceux ou celui qui sera capable de faire encore mieux que moi. Moi, mon seul paramètre, c'est qui d'entre vous sera capable de faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Parce que j'ai dit une chose, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Donc, je serai actif pour aller chercher. Si celui qui est le plus indiqué, le plus capable, le plus doté de la volonté, de l'engagement, capable de conduire une équipe, c'est celui-là que ma réflexion, mon imagination, mon inspiration, même si je constate qu'il ne m'aime pas, il passe son temps à m'insulter, il me déteste même à la limite. Le mot est trop fort, hein? Je caricature. En tout cas, si même il n'y a pas une acquaintance particulière, une affinité entre lui et moi je le soutiendrai. Je ferai campagne pour lui, je dirai celui-là, c'est celui qu'il faut pour nous, même si ce n'est pas un ami. Parce qu'il ne s'agit pas
ne s'agit pas de mes sentiments à moi, de mon affect. Il s'agit de mon bien-être de demain, le bien-être de vous, les uns des autres, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes voisins, de mes concitoyens. Il s'agit de leur bien-être. Et leur bien-être passe avant mon affection. Non, mon affection n'est pas du tout un paramètre pour faire le choix du prochain président. Moi, je ne sais pas si je serai bien inspiré. En tout cas, moi, celui que je vais identifier comme indiqué, je ferai campagne pour lui. Alors, c'est ça qu'on appelle le dauphin. Je ne sais pas. En général, le dauphin, ce n'est pas tellement ça. C'est celui qu'on tient, qui est proche de vous, qui est votre ami, qui est protégé, et que vous voulez promouvoir quoi qu'en soit. Moi, je dis, si quelqu'un là-bas ne m'aime pas, mais je vais voter pour lui, s'il faut l'appeler dauphin aussi, je ne sais pas. Si c'est ça un dauphin, alors j'accepte le mot. Mais voilà ce qui va me motiver, moi, pour faire mon choix de demain, parce que je veux un pays encore mieux gouverné, meilleur celui d'aujourd'hui, parce que nous aspirons tous à ça. Davantage demain qu'aujourd'hui. Et nous allons faire ce serment aujourd'hui. On ne va pas choisir le prochain par affect, par affection, par sentiment. C'est pour l'efficacité. Est-ce qu'on est tous d'accord? Merci. Monsieur le Président, je suis Nadia Okumosu. Sauf à être de mauvaise foi, je pense qu'aujourd'hui, en République du Bénin, plus personne ne peut nier votre bilan élogieux 9 ans après. En tout cas, pas moi. Pour rendre hommage à vos efforts, Monsieur le Président, vous permettrez que j'évoque 3 anecdotes. À Dassa, où je suis née et ai grandi, de mon enfance jusqu'à l'année où j'ai obtenu mon baccalauréat en 2014, avoir accès à l'eau était la plus difficile des équations. Chaque matin, nos parents nous réveillaient à 5 heures et nous marchions sur des kilomètres vers les ras-points d'accès à l'eau devant lesquels nous faisons des queues interminables. Mais aujourd'hui, grâce aux infrastructures modernes érigées par votre gouvernement, les villes de Savé, Dassa et Glazoué ont un accès stable et durable à l'eau potable, et ce, même pendant les saisons sèches. Il ne sera vraiment pas juste de passer cela sous silence. Deuxième anecdote. Alors, lorsque nous avons finalement quitté Dassa pour Cotonou, le sort a voulu, ma jumelle et moi, que nous nous installions à Akogbato. À l'époque, en 2014, le pont qui reliait Akogbato à Agla Petit à Petit 2 était dans un état monstrueux et submergé à la moindre pluie. Un jour de l'an 2017, ma jumelle et moi, alors que nous nous rendions à une réunion politique, habillés tous deux en blanc, nous avons été renversés dans l'eau. Et ce, même malgré les efforts déployés par le ZEM pour éviter cela. À l'époque, alors que tous les politiques dans le littoral nous disaient qu'il n'y avait pas de solution pour cette voie, Monsieur le Président, vous avez relevé ce défi. Et ces 2 quartiers aujourd'hui sont reliés par une voie bitumée et un pont qui renvoie dans un passé lointain la souffrance des populations. Troisième et dernière anecdote, écolières et collégiennes, nos parents manquaient du minimum. Et il arrivait que nous nous rendions à l'école et que nous y revenions le ventre clos. Mais aujourd'hui, grâce au programme de cantine scolaire instauré toujours par votre gouvernement, en 2017, environ 1 million d'enfants arrivent à avoir accès à un repas chaud à l'école par jour. Monsieur le Président, j'ai choisi ces 3 exemples à titre anecdotique pour vous savoir gré de tout ce que vous avez accompli pour la nation béninoise. Je vous remercie. Merci. Je suis Kabiru Adjara,
défenseur des droits humains, surtout des personnes handicapées en République du Bénin. Je tiens d'abord à vous dire un sincère merci. Merci parce que vous avez changé l'histoire des personnes handicapées en République du Bénin. Par le passé, les personnes handicapées sont discriminées, marginalisées, mais depuis 2017 où nous avons la loi qui protège et promeut les droits des personnes handicapées, cela a changé. En 2023, vous nous avez offert les 5 décrets d'application de cette loi qui protège et promeut les droits des personnes handicapées. Je tiens à vous dire sincèrement merci. Merci parce que vous avez considéré les personnes handicapées comme des personnes, pas des personnes entièrement à part, mais des personnes à part entière dans la société béninoise. Cela est à votre actif. Je profite de l'occasion pour poser quelques préoccupations, voire doléances. De façon générale, quand nous prenons la commune de Savet, où se trouve la Sucobé, cette société ne fonctionne plus depuis un certain temps. Je ne sais pas s'il y a encore possibilité avant la fin de votre mandat de penser à l'ouverture de cette société qui nourrit près de 13 000 hommes. À part cette préoccupation, je profite aussi de l'occasion pour vous parler des personnes handicapées. C'est vrai, nous avons la loi, nous avons les 5 décrets d'application, mais il reste encore quelques difficultés sur le terrain. Je prends le cas des AME. Ils ont composé, les personnes handicapées ont composé comme tout le monde, mais après déploiement, on constate que les personnes handicapées sont laissées pour compte, surtout les personnes qui portent un handicap visuel, parce qu'on se dit c'est peut-être complexe. Pourquoi ça? Si on peut aussi penser à cette couche, ça nous fera beaucoup plaisir, parce que d'abord, dans nos centres spécifiques, on constate que ces personnes-là, après leur formation, sont laissées dans la nature et ne peuvent même pas exercer dans les centres spécifiques où ils ont été formés. La dernière préoccupation ou doléance que j'ai à faire, Monsieur le Président, c'est par rapport à la politique. Aujourd'hui, vous nous avez accompagnés avec la loi sur le plan administratif. Pourquoi ne pas nous aider aussi sur le plan politique? Ce n'est pas encore ça, nous ne sommes pas encore pris en compte et ça nous fera plaisir d'être pris en compte sur le plan politique. Pourquoi pas des nominations dans des ministères sectoriels nous concernant et même dans les autres ministères, parce que nous aspirons, nous voulons aussi contribuer au développement du pays, pas simplement consommer, pas être des consommateurs, mais montrer que nous pouvons aussi contribuer au développement de notre nation en passant par ces nominations. Et la dernière, pour totalement finir, c'est le certificat médical de handicap, parce que vous avez sorti la carte d'égalité de chance qui est partagée, distribuée dans tout le Bénin. Mais après la note officielle sortie par le ministre Benjamin Onkwati pour désigner les médecins en chef qui doivent établir ces certificats médicaux, figurez-vous que le montant n'est pas uniforme partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour des certificats à délivrer pour des personnes handicapées pour l'obtention de la carte d'égalité de chance. Si possible aussi, carrément rendre ces certificats médicaux gratuits pour les personnes handicapées. Monsieur le Président de la République, je m'appelle Adair Dossou, je suis web activiste. Vous avez posé une question. Est-ce que la courbe est bonne? Est-ce qu'aujourd'hui, l'espérance subsiste au sein de la jeunesse? Je voudrais, dans un premier temps, me hasarder pour répondre à cette question en vous disant, Monsieur le Président, la courbe est bonne. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous touchons, par rapport à ce que nous sentons, je voudrais vous dire, oui, vous avez permis durant cette décennie à la jeunesse que nous sommes de rêver et de rêver très grand. Lorsqu'à des occasions comme celle-ci, nous entendons ces explications que vous avez données, nous comprenons qu'au-delà même de ce que nous voyons, il y a beaucoup de choses qui ont été faites que nous comprendrons dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais ceci dit, Monsieur le Président de la République, dans quelques années, dans quelques décennies, lorsque nos enfants et leurs petits-enfants à eux jetteront un regard sur le passé, quelles sont les dispositions que nous prenons pour qu'ils puissent voir que les efforts que nous avons consentis durant la décennie qui est en train de s'achever n'ont pas été vains?
sur le vaste chantier des réformes courageuses que vous avez entreprises et mises en œuvre. Que nous reste-t-il à faire? Et pour les jeunes que nous sommes, quelle est votre adresse par rapport à ce chantier? Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, cher papa, permettez-moi d'abord de vous exprimer ma profonde gratitude pour cette occasion que vous nous avez offerte, nous, jeunesse béninoise. Ce geste fait partie des signes d'ouverture, c'est vrai, mais c'est aussi un signe d'un père de famille. Un père de famille qui a en souci l'avenir de ses enfants. Je suis Thibaut Ogou, président du mouvement Alliance Conclave de la Jeunesse. Je suis un jeune béninois qui a subi en 2021 l'épreuve de la détention. C'est vrai, c'était une période difficile, certes, mais ça m'a transformé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a amené à peser la portée de mes choix et à me renforcer dans mes convictions citoyennes. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est avec l'humilité et la peau d'un fils, d'un enfant. Parce que j'ai vu tout à l'heure que vous étiez dans la joie quand vous avez vu que c'était une jeunesse qui était devant vous. Ça veut dire que ce sont vos enfants. Cher papa, avec cette humilité, je voudrais vous demander que, en dehors de vos qualités d'homme d'État, très direct dans tout ce qu'il est en train de faire et on voit depuis, je voudrais vous demander de nourrir l'esprit du Père que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui devant vous pour penser à nos frères qui sont encore sous le coup de la loi. Je ne veux dire personne, même jusqu'à celui de l'avant-dernier, du dernier jour. Papa, pour cette fête d'indépendance, je voudrais bien que vous nous fassiez ça pour que la jeunesse commence par changer de mentalité et de dire sur votre personne. Parce qu'on dit que si on ne se rapproche pas de quelqu'un, on ne le connaît pas. C'est vrai. Si c'était avant la prison, Thibaut a pris le micro, il allait dire sortez-les, libérez-les. Mais papa, s'il vous plaît, ayez pitié, parce que la prison, ce n'est pas quelque chose de facile. Ils ont fait l'erreur. Et je parie qu'ils sont beaucoup à comprendre aujourd'hui qu'ils ne referont plus ces erreurs. Donnez-nous ce cadeau et vous allez voir comment nous allons rester derrière vous. Il y a une seconde que je voudrais vous demander, papa. J'étais en prison quand j'ai vu l'arrivée des objets d'art. J'avais eu de tristesse parce que je n'étais pas libre pour venir toucher ça de mes doigts. Mais je voudrais quelque chose. Ça va agir dans l'union de ces enfants que nous sommes au Bénin aujourd'hui. Si vous pouvez déjà enclencher des procédures pour faire ramener sur la terre béninoise les ossements du roi Béhanzin, ce serait très bien. Merci beaucoup, papa. Je sais que vous êtes un panafricaniste. Moi, c'est M. Imandé Lucien. C'est une grande joie pour moi d'être dans cette salle aujourd'hui. Une grande joie pour mes collègues aussi. Monsieur le Président, en 2016, au lendemain de votre élection, nous étions chez vous à la maison. Et j'ai aimé vraiment votre franchise. Et je continue de l'aimer jusqu'aujourd'hui, parce que vous êtes vraiment un homme franc. Ce jour-là, vous nous avez dit ce que vous pensez de nous. Monsieur le Président, aujourd'hui, dans cette salle encore, je vois le sentiment que vous nourrissez envers la jeunesse. Votre ambition de créer plus d'emplois. Monsieur le Président, je me demande
comment peut-on créer plus d'emplois si on ne fait pas recours à la terre? Et en vous connaissant, homme de terre, à votre arrivée, ce que nous aimons espérer, c'est que vous allez nous reconvertir vers la terre. Monsieur le Président, je n'ai pas compris qu'en 9 ans, vous n'aviez pas un programme, un projet pour nous, pour notre reconversion. Monsieur le Président, pour finir, vous avez construit de bels marchés pour nos mamans. Mais circuler dans la ville de Cotonou, aucun abri de Zim pour que, avec quelques heures de travail, puisse aller là-bas se reposer. Les 2-3 interpellations sur lesquelles j'aimerais m'exprimer, vous m'avez prié d'avoir une attitude de paix à l'endroit de ceux qui sont encore en détention pour telle ou telle chose et que c'est une attente. Je crois que vous parlez notamment de ceux qui sont en détention pour des faits qui sont commis, même si c'est de droit commun, qui sont commis dans le champ politique, ou des gens qui ont une casquette politique et dont la détention s'apparente à une détention politique. Vous n'avez pas tort, parce qu'il y a des détentions qui sont politiques, même si les faits sont condamnables dans le droit commun. Quelqu'un qui fait de la violence à l'occasion d'une revendication politique peut être condamné pour la violence, mais c'est commis dans le champ politique. Donc, effectivement, il faut pouvoir à un moment donné, si on est capable de faire la part des choses entre les faits de droit commun, mais qui sont commis par des acteurs politiques ou commis dans le champ politique. C'est toute la difficulté. Et en termes de faits politiques purs, le choix de montrer de la magnanimité n'est pas toujours facile. Ce choix n'est pas toujours facile. Et je l'ai déjà exprimé une fois, je vais le dire à nouveau de manière très sincère. Vous savez très bien que je ne suis pas de nature à ne pas susciter de l'amitié, de l'amour, de l'admiration. Tout homme bien constitué veut bien aussi susciter de son interlocuteur ou de ceux qui le regardent, ceux qui sont en face de lui, de l'admiration, de l'affect. Or, pardonner est quelque chose qui concourt à votre propre satisfaction. Aussi, quand on pardonne, on fait du bien à ce qu'on pardonne, mais on suscite chez l'autre également une certaine satisfaction à son propre compte. Donc, ça, le pardon a deux intérêts. Ça sert celui qu'on a pardonné, mais ça sert soi-même aussi. Donc, je suis sensible à cela. Mais si j'ai déjà eu à gracier, j'espère que beaucoup vous n'avez pas oublié qu'il y a déjà eu des mesures de grâce dans ce champ, pour faire commis dans le champ politique. Mais est-ce qu'il faut systématiquement gracier toutes les fois qu'un délit est commis dans le champ politique? C'est toute la difficulté, la question. C'est parce que je veux qu'on m'embrasse, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'applaudisse. Parce que j'ai aussi un intérêt à le faire, que je dois le faire de manière systématique. Parce que j'ai aussi à cœur de faire établir, de contribuer à l'établissement au Bénin d'un ordre conséquent. On peut revendiquer, on peut faire la politique, on peut contester sans enfreindre à la loi, aux règles, sans mettre en cause le bien-être d'autres personnes, sans mettre en cause le bon vivre ensemble. Et quand on observe que dans notre cheminement politique démocratique, les délits qui sont commis dans le champ politique sont systématiquement associés à la vie, l'action, la compétition politique
Et tout le monde attend toujours que ce soit pardonné, soit gracié. Sur l'autel de la paix politique, sur l'autel de la hausse politique. Si on le fait de manière systématique, tout le temps, est-ce que c'est bien? Est-ce que nous allons construire une société responsable? Mais c'est comme un acteur politique qui détourne les fonds publics. Parce qu'il a une cassette politique, est-ce qu'il faut systématiquement le gracier? Quelqu'un qui a volé les ressources d'une mairie, mais qui est un leader politique. Et il a établi qu'il a fait ça. Alors, qui il faut gracier systématiquement? Qui ne doit pas être gracié de manière systématique et de manière récurrente? Parce que c'est un mauvais signal aussi qu'on donne dans l'assainissement de la vie publique. C'est à ça que je suis confronté. Et comme j'ai choisi de faire des réformes courageuses, j'ai choisi d'instaurer un nouvel ordre en termes de comportement, en termes de reddition de comptes, en termes de chacun doit répondre de ce qu'il fait. Est-ce que, pour mon égoïsme, parce que je veux paraître bien, je veux quand on me dit pardon, je dis oui, mon fils vient, pardon, je sais faire, c'est fait. Est-ce que je dois donc systématiquement accéder à ça? Systématiquement. C'est pour dire que je vous comprends. Puis que je prends acte de ce que vous avez dit, que je verrai ce qu'il faut faire, où et comment. Mais c'est surtout pour dire que je n'accéderai pas à cet appel de manière automatique non plus. Et qu'il faut systématiquement. Parce que je veux partir. Parce que mon mandat finit après moi le chaos. C'est aussi ça. Si je ne sais pas faire, le sens. Moi, j'ai instauré un certain ordre, une certaine responsabilité pendant mes mandats. En partant, je remets les compteurs à zéro pour dire on peut continuer comme on faisait. C'est pas bien. Je ne vais pas dire, même si le prochain qui viendra n'est pas quelqu'un, n'est pas mon ami, mais on l'a identifié parce qu'il est bon, il peut diriger le pays, je ne vais pas lui laisser un ordre à nouveau remis en cause, à nouveau chaotique, où tout le monde fait ce qu'il veut sans rendre compte. Donc, comptez sur moi pour tenir compte de l'intérêt général, de l'instauration d'un environnement responsable, mais en même temps aussi d'humanisme. Comptez sur moi et je ferai ce qu'il est possible de faire sans que ça ne compromette notre élan nouveau qui fait beaucoup de bien au Bénin. Alors, j'ai entendu qu'on a pris des tests bien, on a pris des décrets d'application qui sont bien, mais est-ce que l'égalité des chances est encore déjà au rendez-vous? Non. Nous sommes encore loin de cet objectif de l'égalité des chances. Aujourd'hui, les personnes handicapées ou porteuses d'un handicap n'ont pas encore totalement leur place dans la société. C'est réel. Nous avons la volonté de le faire, mais malheureusement, nous n'avons pas encore tous les outils, tous les moyens pour le faire. C'est très simple. Il y a seulement quelques semaines que nous avons installé une rampe, un équipement d'accès ici pour les personnes à mobilité réduite. Sinon, dans cette salle, quelqu'un qui est en chaise roulante n'a pas accès jusqu'à il y a 2 semaines. À moins qu'on la porte. C'est un exemple que je donne, mais c'est pareil dans l'administration. Quand l'administration n'est pas équipée pour employer un malvoyant, il est difficile de l'intégrer dans certaines fonctions, pas dans tout. Il y a des fonctions dans lesquelles c'est facile, même c'est pas impossible. Mais aujourd'hui, il y a encore des fonctions dans lesquelles il est impossible d'utiliser un malvoyant parce que l'utilisation du braille n'est pas encore une réalité. On n'a pas encore créé les couloirs d'utilisation de ces outils-là pour que la personne qui est malvoyante et qui utilise le braille puisse être efficace dans l'administration. Il y a des fonctions pour lesquelles c'est possible. Donc, toutes ces choses-là requièrent de l'investissement du temps
pour mettre nos infrastructures, nos entreprises, nos administrations à jour pour que les personnes ayant certains handicaps ne soient pas complètement à part, puissent être intégrées. On a la volonté, nous travaillons dessus petitement, mais je pense que nous y arriverons pas trop tard, mais il nous faudra un certain temps. J'ai été assez peiné de noter que pour avoir vos certificats attestant de votre handicap, cela est payant. Ça nous a échappé, mais normalement ça doit être gratuit. Donc vraiment, c'est une observation que je viens de noter et de faire et qui sera corrigée, sera corrigée très vite, parce que ce sont aussi les petites choses qui facilitent un peu la vie à ceux-ci qui ont déjà tant de mal à être autonomes. Et s'il faut encore que pour les services publics, ils payent autant que les autres alors qu'ils n'ont pas les mêmes chances, c'est une façon de les pénaliser une seconde fois. Donc normalement, les actes administratifs doivent être gratuits pour les personnes ayant un certain degré de handicap. Pas tous les niveaux d'handicap, mais un certain degré. Donc ce sera corrigé assez vite et vous ne serez plus soumis à ces paiements qui aussi sont différenciés selon la région dans laquelle nous sommes. Alors, la reconversion des jeunes, des conducteurs de taxi moto aux travaux champêtres à la terre. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Vous savez que je suis direct. On ne force pas la reconversion d'un acteur économique à une autre activité économique. C'est des histoires. Ça, c'est du populisme. Quand on lance une campagne à coup de campagne médiatique, à coup de publicité, reconversion des gens, qui aime qu'on le reconvertisse si ce n'est pas son choix? Le travail agricole doit être promu pour être attrayant. Il faut aider le monde agricole à rendre moins difficile, moins pénible l'agriculture et la rendre productrice de richesse. Il faut que l'agriculture fabrique de l'argent, fabrique de la richesse et soit pas trop pénible. Si on travaille à rendre l'agriculture moins pénible et capable de nourrir son homme, il y a des gens qui sont fonctionnaires d'État, qui sont médecins, qui peuvent devenir agriculteurs. Les gens qui sont ingénieurs en numérique, qui peuvent devenir agriculteurs, comme des émigrants qui peuvent devenir agriculteurs. Pourquoi devons-nous nous dire qu'il faut que tous les émigrants aillent à la terre? Pourquoi? Conduire un taxi moto, 2 roues, 3 roues ou une voiture est un métier. C'est un métier. C'est un besoin au Bénin aujourd'hui. La mobilité de nos concitoyens pour des courses de proximité, c'est un métier. Il faut peut-être que ce métier fasse gagner plus d'argent, soit un métier plus sûr, soit un métier plus organisé, pour que ceux qui décident de vivre de ce métier vivent de cela en toute sécurité et en gagnant de l'argent, satisfait leurs besoins. Et ceux qui d'entre eux voudraient aller à la terre puissent y aller parce qu'il y a un modèle, un mécanisme, une politique qui permet de rendre la terre attrayante à nouveau. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce vaste programme de mécanisation. J'avais espéré qu'avant 2025, plus de 50% des terres agricoles au Bénin seraient travaillées à la machine. On n'y est pas encore. Pourtant, c'est pas combien de milliards nous mettons chaque année en place en termes de subventions des machines agricoles. Tous les ans, c'est une vingtaine de milliards que nous mettons pour subventionner, pour vendre les machines agricoles à moitié prix, à tiers prix. Faisons de l'encadrement. Nous allons démarrer dans quelques mois, ça y est, la structure est en cours et en train de faire les diligences. Nous allons démarrer la mise en place de semences hybrides améliorées pour augmenter les rendements, aussi bien du maïs, du soja, de la culture maraîchère et consorts, pour doubler, tripler le rendement agricole. Ce qui fera que les acteurs pourront gagner plus d'argent et autres. Donc nous avons une grosse politique que nous sommes en train de mettre en place. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ce n'est pas trop rapide effectivement aussi, mais nous avons cette ambition de faire de l'agriculture un secteur qui produit de la richesse et qui aussi pourrait être moins pénible pour que ceux qui veulent le faire et qui vont voir l'intérêt puissent y aller librement et non que ce soit la face l'objet d'une politique de reconversion des médecins en agriculteurs, des enseignants en agriculteurs ou des émigrants en agriculteurs. Moi, je ne stigmatise pas les émigrants pour dire qu'ils doivent arrêter et aller à la terre. Non.
Alors, vous avez parlé d'abri. Peut-être que nous allons étudier la question parce que nous aimerions bien faciliter la vie à vous parce que vous avez l'impression que vous êtes un métier marginal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour décomplexer les acteurs de taxi-moto? Si c'est des choses qu'on peut faire pour faciliter la vie, pourquoi pas? Mais en réfléchissant, comme ça à chaud, des abris, parce que c'est dur comme métier. On va réfléchir pour voir si c'est réaliste, si c'est possible d'imaginer un système d'abri public pour les conducteurs de taxi-moto. Si c'est possible, on peut intégrer ça dans un programme d'action, même si ce n'est pas fait immédiatement. Mais je prends bonne note de votre requête pour faciliter la vie aux taxi-moto. On m'a parlé de l'usine, la société sucrière de Savais. Malheureusement, après que les États du Nigeria et du Bénin ont lancé ce projet ambitieux étatique, après l'échec, l'outil a été mis en concession par les deux États, des acteurs privés, et également de manière successive, nous avons eu 2 opérateurs qui également sont tombés en faillite, ont fini par fermer. Ça donne l'impression que la production de sucre soit n'est pas appropriée dans la zone, ou bien que les acteurs n'ont jamais été performants pour le faire. Moi, je ne pense pas que la production de sucre soit quelque chose qui ne soit pas propice ou adapté pour la zone. C'est parce que les conditions n'ont jamais permis cela. Nous avons un nouveau projet qui va être déployé dans cette zone-là. Je ne voudrais pas en parler ici parce que ce n'est pas ma façon de fonctionner. C'est en cours de réflexion. Nous allons convenir avec les autorités nigérianes, puisque nous sommes toujours à 2 propriétaires du site, notamment des équipements, des actifs qui sont là, sauf la terre. Mais la terre est mise à disposition. Je pense que d'ici 2 mois, on aura fini les négociations pour que ce site-là soit requalifié donc pour le nouveau projet que nous comptons y développer. Parce que si vous faites attention, il y a eu quelques missions sur le terrain ces derniers temps. Que ce est en cours, je peux vous rassurer qu'avant que je ne passe la main, ce nouveau projet sera déjà en cours d'implantation sur le site de 3S. Nous allons aborder les questions de démocratie et de liberté. Qu'est-ce qu'il convient de corriger, de rajouter? Qu'est-ce qu'il convient de supprimer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la démocratie produise des responsables capables de diriger le pays avec efficacité, capables d'instaurer un environnement sain, cohérent de gouvernance pour que la gouvernance, qu'elle soit centrale, qu'elle soit communale, locale, décentralisée, que tout ça là mette en place un modèle de gouvernance efficace. Pour moi, la question de la démocratie ne peut s'exprimer que à travers l'atteinte des objectifs. On n'est pas souverain. On n'instaure pas un modèle de démocratie juste pour que n'importe qui exerce le pouvoir, point barre. C'est pour que n'importe qui exerce le pouvoir, mais pour l'intérêt général, en termes de développement, préservation des libertés, protection des libertés. Donc le modèle, c'est toujours comme ça. On a pris la souveraineté, les indépendances pour ça, pour avoir notre destin et développement en main, parce qu'on estime qu'on travaillait pour les autres. Est-ce que ce parcours démocratique il donne de bons signaux pour la suite en termes d'efficacité de gouvernance ou non? Si c'est non, qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qui ne va pas dedans? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut supprimer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que l'action publique soit efficace? Je suis Dr Ariel Arwansou, je suis médecin de formation et la directrice d'une entreprise dénommée Kea Medical, fondée depuis 2017. Et nous intervenons dans le domaine de la transformation digitale du secteur de la santé. Aujourd'hui, nous sommes davantage de jeunes à entreprendre, à initier, à créer. Et il y a beaucoup de structures qui accompagnent l'amorçage au niveau de ces jeunes pousses-là, notamment là des PME, le programme PSIE, le label Startup, le programme Semecity et beaucoup d'autres. Mais très vite, dans la lancée, on se retrouve heurté au plafond de verre. Parce qu'après l'amorçage, il y a le vide, on tombe rapidement dans le vide. Comme vous l'aviez dit, la jeunesse béninoise regorge d'intelligence, regorge de talent. Et nous avons besoin de créer notre propre Elon Musk béninois. Nous avons besoin de créer notre propre Jeff Bezos béninois. Et pourquoi pas d'ici 2030, créer l'équivalent d'un Jack Ma, version féminine, qui émerge de la Silicon Valley africaine, qui va se mettre en place à Ouida.
C'est bien possible et vous savez très bien le faire, Monsieur le Président, avec tous les exemples que vous avez montrés déjà dans d'autres secteurs. Et ma proposition dans ce sens, c'est qu'il y ait un fonds souverain de propulsion et d'expansion qui soit mis en place pour investir des capitaux vraiment conséquents dans ces valeurs sûres. Je réponds au nom de Tadjoudine Ousmane. Ma question est celle-ci. Au soir des législatives de 2026, si aucune formation politique n'a pu réunir les 20% dans toute institution électorale, que va-t-il se passer? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis Eudoxie Dakpe. Monsieur le Président, ma préoccupation est celle-ci. Aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que certains considèrent notre code électoral, qui constitue notre fierté politique, comme étant une réforme chrysogène. Je vous remercie. Je suis Ezekias Biao, étudiant à l'Université de Parakou, membre de l'Union progressiste de renouveau. Monsieur le Président, je pense que l'un des grands acquis que nous avons en matière démocratique, c'est la leçon que vous êtes venu nous donner. La leçon de ne pas être un homme politique, mais un homme d'État. Pour moi, c'est un acquis à consolider. Et ma première question dans le domaine de la démocratie serait de savoir quel mécanisme, selon vous, pourrait permettre à la jeunesse béninoise que nous sommes de jouer un rôle actif et non passif dans la pérennisation des acquis démocratiques de votre gouvernance. Je vous remercie. Monsieur le Président, lorsque vous faisiez votre développement tout à l'heure, vous avez indiqué que notre pays a traversé des stades. Et donc le stade auquel nous sommes aujourd'hui, il y a eu des réformes, et ces réformes, normalement, devraient nous permettre de conforter ou de consolider notre démocratie. À partir de 2022-2023, on a, à l'heure où je vous parle, que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale. Et donc la relecture du code électoral actuel, plus précisément au niveau de l'article 146 nouveau, on se rend compte que les conditions, plus précisément d'éligibilité après une élection législative, ont été corsées. Et donc, si on n'a que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale et qu'on corse les conditions, pour ne pas dire 2 partis et demi, puisque des 3 partis, 2 sont de la majorité présidentielle, c'est-à-dire, je les qualifie parfois de fils légitimes et illégitimes, et donc qui très souvent poursuivent la même politique. Et donc, si on corse les conditions d'éligibilité au niveau de l'Assemblée nationale, probablement un parti où on souhaiterait qu'un parti ne puisse pas avoir accès à l'Assemblée nationale. Et donc, si un parti n'a pas accès à l'Assemblée nationale, et je suppose que les 2 partis qui ont accès à l'Assemblée nationale sont de la même obédience, je ne crois pas, Monsieur le Président, que cette condition puisse, ou cet article puisse profiter ou travailler à renforcer la démocratie. Si 2 des 3 partis, c'est-à-dire 2 partis de la même obédience, au niveau des 3 partis, 2 de la même obédience arrivent à accéder au Parlement et non le 3e, sans plus sans moins, on travaille à, je vais dire, à fragiliser la démocratie qu'à renforcer la démocratie. Et donc ma question est celle-ci. Si la relecture de l'actuel code électoral a été faite, cette relecture a été faite dans le sens de renforcer la démocratie, pourquoi souhaiterait-on désormais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on ne puisse avoir que 2 partis ou qu'un seul parti ou que 2 partis qui parlent le même langage? C'est fondamentalement ça ma question, Monsieur le Président. Je suis Yanki Saka Sero du Parti Les Démocrates. Pour en venir à la démocratie, je pense que la démocratie voudrait quand même que le peuple ait sa souveraineté. Et au nom de cette souveraineté, elle voudrait quand même aussi qu'il y ait de la contradiction politique. Mais c'est amer de constater aujourd'hui que la contradiction, en tout cas les voix qui ne disent pas forcément, qui n'ont pas le même langage que le gouvernement, se retrouvent soit en exil, soit en prison. Ils ont évoqué le débat. Je voudrais véritablement que, pour que cette démocratie-là puisse régner, qu'on puisse véritablement laisser la contradiction régner et libérer la parole en République du Bénin. Je vous ai une fois écouté parler, dire que vous êtes panafricaniste. J'ai écouté le président Macron par rapport à l'insécurité au Bénin sur l'acquisition de l'armement, qui disait que, en fait,
le Bénin n'avait pas encore la possibilité d'acquérir un certain nombre de choses. Et je voudrais véritablement savoir, parce que quand je me suis renseignée, les informations que j'ai eues, c'est qu'on est un peu limité à cause des accords coloniaux. Et je pense que le gouvernement est une continuité, l'État est une continuité. Dès lors que vous êtes là, quelles sont les mesures que vous prenez pour que ces accords-là soient revisés et qu'on puisse véritablement avoir la liberté d'acheter, de prendre ce que nous voulons, selon les politiques que nous définissons, selon les priorités que nous avons par nous-mêmes. Je vous remercie. Merci, madame. Merci. Je voudrais commencer ma réponse par son évocation de la souveraineté. Vous avez écouté le président Macron, vous avez dit, moi je l'ai écouté aussi, mais on n'a pas la même compréhension. En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise comprenne ce mot, et utilise ce mot, pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout, et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Je veux le dire, il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Madame, si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Je l'ai dit ici avec les maires, je vais vous répéter ça, je vais essayer de ne pas être long. On dénonce l'esclavage, le commerce triangulaire comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés sont venus, ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, c'est ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusil, aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs, dans les ports? Avant les Blancs, les Européens, on a vendu nos parents aux Arabes. On n'était pas souverain? Madame, je ne veux pas juger nos ancêtres, les consorts, tout ça. Avons-nous les moyens d'acheter les armes, les munitions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce que ça va avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Si vous avez des moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font du... Écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes de chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Si les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, non, non. Faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Rien.
Nous sommes... Merci. Nous sommes un petit territoire. On n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand. Par notre volonté, notre ambition. Même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux. Nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position. Petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Tout ce que nous ne parvenons pas à faire, ce n'est pas la faute des autres. Il y a plein de choses que nos moyens ne nous permettent pas de faire. Ces choses-là que nous ne parvenons pas encore à faire, c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. C'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pas parce que nous sommes sous la domination de quelqu'un. Je veux venir à la question de la démocratie elle-même, parce que la question de la souveraineté est en lien direct avec la démocratie. Ce modèle-là. Le choix libre des citoyens pour ceux qui veulent les gouverner. Mais nous avons dit et nous avons constaté que depuis longtemps, nous ne parvenons pas à choisir les dirigeants qu'il faut, à créer les ensembles de gouvernants pour une action publique efficace. Une fois, on a dit renouveau, 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 changement, révolution, du fait que le modèle de démocratie n'a pas permis le développement. Arrive 2016. On fait le diagnostic. On constate qu'on va en politique pour voler le Bénin. On se met ensemble dans les partis politiques et consorts pour couper chacun sa part. Il y a des centaines de partis politiques. Celui qui a la charge principale, président de la République, il doit négocier avec chaque groupe politique, dit ce que je te donne pour que j'ai ton soutien. Ce qu'on te donne là, c'est quoi? La politique, c'est matériel. Donnez-moi la direction des douanes. Donnez-moi le poste de receveur de telle douane, de telle frontière. Donnez-moi le directeur des impôts. Donnez-moi le port autonome. Donc chaque groupe politique, soi-disant groupe politique, prend une part du pays pour sa poche. Et ça ne sert pas le pays, ça ne grandit pas, ça ne grandit pas, on ne faisait rien avec.